Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous connecter aujourd'hui sur ce webinaire qui devient un peu un rythme, on va dire, régulier tous les trimestres chez Deep Invest. L'idée, c'est de vous apporter de l'information et un petit peu de visibilité, même si on est dans un marché, dans un pays et dans un monde un peu compliqué en termes de visibilité. Donc, on ne va pas être plus fort que les autres, mais on va essayer quand même de vous apporter quelques éléments complémentaires. On va présenter la société, on va ensuite regarder le marché de l'immobilier au sens large avec deux grands segments de marché historiquement avec lesquels on s'intéresse le plus souvent. Et puis ensuite, derrière, on va faire un petit topo sur le marché des SCPI qui est encore pas mal chamboulé. Avant tout ça, je vais me présenter. Donc, Marc Sartori, je suis le président fondateur de la société Deep Invest, qui est un cabinet d'analyse financière et immobilière durable. Moi, j'ai un parcours, ça fait un peu plus de 23 ans maintenant que je suis dans l'immobilier. Et puis, j'interviens à différents niveaux et on est membre des acteurs de la finance responsable pour essayer de donner un petit peu de durabilité à ce monde qui en manque parfois un peu. Deep Invest, qu'est-ce que c'est? C'est un cabinet qui existe depuis 2005. À la base, on était un cabinet d'expertise en évaluation immobilière. On a lancé en 2019 notre plateforme qui a fait de nous une fintech et on a pris un statut un peu spécifique auprès de l'AMF, d'analyste financier indépendant. Dans ce contexte-là, notre objectif, c'est toujours le même, démocratiser les fonds SCPI ou SC qui peuvent être un peu compliqués à appréhender. Pour faire ça, je reviendrai au cours de la présentation. On utilise beaucoup de données et puis on a deux algorithmes en fait qu'on met à jour, performance financière et performance durable. Performance financière, on les met à jour tous les trimestres. Performance durable, c'est une fois par an. Et on a passé les 1300 inscrits sur la plateforme et on a, côté conseiller en gestion de patrimoine, on a un peu plus de 180 millions d'euros maintenant qui ont été simulés sur notre plateforme en 2025. Et qu'est-ce qu'on a fait en 2025? On a des outils d'analyse, des outils de notation. Vous pouvez comparer tous les fonds les uns avec les autres. Notation, je reviendrai un peu plus tard dessus, donc je vais pas m'appesantir. On fait aussi du géomapping puisqu'on a l'intégralité du patrimoine des fonds immobiliers SCPI. Donc ça représente un peu plus de 12 000 immeubles qui sont cartographiés à la rue avec les prix d'achat, les prix de vente, les surfaces, etc., les activités. Vous pouvez faire sur nos plateformes de l'allocation de portefeuille qui va vous permettre de suivre les allocations que vous faites pour vos clients, mais aussi d'identifier éventuellement des points de bascule qu'il pourrait y avoir sur le marché. Et puis, on fait aussi des portefeuilles types. Alors, on en a mis un, par exemple, le Sustainable Europe, mais l'idée, c'est d'identifier quelques fonds SCPI pour chacune des thématiques. On va avoir justement un portefeuille thématique. On va avoir aussi d'autres portefeuilles. Et tout ça fait partie de l'abonnement qu'on vous propose en CGP Gold. Alors, les nouveautés sur le 2025, on en a eu quand même un certain nombre. On importe maintenant, alors on travaille en synergie avec Carbon Alpha. Si vous avez des portefeuilles chez Carbon Alpha, vous pouvez les analyser directement sur nos interfaces. On a fait une nouvelle offre tarifaire qui est maintenant basée sur un contrat de 2 mois. En fait, vous avez les mêmes fonctionnalités qu'à l'année. Ça vous permet d'utiliser la plateforme pendant simplement 2 mois pour soit la tester, soit quand vous en avez besoin. Et puis là, on va avoir le 6 janvier prochain le palmarès des SCPI durables. Où on va remettre les grands prix de ces fonds qui sont plus durables que la moyenne du marché. Et voilà, il est toujours possible de voter pour les SCPI les plus durables. Je vous redonnerai je vous donnerai le lien si vous souhaitez voter. Avant ça, on va s'intéresser et avant de commencer au marché de l'IMO, chaque trimestre, on propose en fait de faire des tests, de faire pas des tests, mais des petits sondages dans la salle. Alors, on n'est pas très nombreux, donc c'est bien, ça nous permet de faire remonter un peu d'informations. Le sondage, je vais le lancer tout de suite. Alors, attendez, hop, faut que je fasse la petite bascule ici. Voilà. Tac. Donc le sondage est lancé. Donc selon vous, alors pour voter, en bas à droite de votre écran, juste à côté de la touche rouge, vous avez 3 petits points. Ici, vous avez la possibilité d'aller directement sur l'outil sondage. Tout en bas à droite, dans l'outil de réunion, vous allez avoir la possibilité d'afficher
le mode sondage. Et dans ce mode sondage, vous allez pouvoir voter pour l'une des trois solutions qu'on vous propose. Alors, première solution, alors la question est, selon vous, quelle est la situation du marché de l'immobilier en cette fin 2025 ? Vous avez trois possibilités. Le stand-by absolu. Les fortes dynamiques ne sont plus là, mais la reprise se fait sentir, ou l'immobilier est un marché cyclique et le cycle baissier est enclenché et il n'est pas prêt de s'arrêter. Ça, c'est pour les plus pessimistes d'entre vous. Je vous laisse voter 1, 2 ou 3. En bas à droite, vous avez les trois petits points. Vous cliquez sur sondage. Ah, on a une salle optimiste. Je vais vous partager en cours de route, mais voilà, on a tout le monde qui pense qu'on a une reprise qui se fait sentir. Alors, on va essayer d'explorer cette thématique justement de la reprise qui se fait sentir. Alors, elle se fait sentir. On va replanter un peu le cadre de tout ça. Donc, premier élément que vous avez tous évidemment en tête, le pic d'inflation qu'on a connu en 2021 jusqu'en 2024, puisque maintenant on peut dire que c'est du passé. L'année 2025, l'inflation est revenue sur la zone euro, à pas confondre avec la plaque américaine où le sujet est encore vraiment complètement d'actualité. Pour nous, on peut dire que globalement, le sujet est passé. Et parmi les grandes thématiques qui sont toujours d'actualité, malheureusement, c'est notre dette, puisque nous sommes dans un pays qui est extrêmement endetté. Donc, vous voyez ce que je dis assez régulièrement, notre dette qui fonctionne par cliquet à chaque crise, la crise de 2008, on la voit très bien, premier cliquet. Deuxième crise, la crise du Covid de 2020. Et on ne redescend jamais dans cette dette. Alors, on a redescendu un petit peu là, sur les 2021 et 2022, mais on voit que derrière 2025, on est reparti et la pente est extrêmement abrupte. Et puis, on va dire que voilà, les dernières nouvelles politiques qui vont nous faire croire que ça pourrait s'améliorer grandement sur ce volet-là, parce que la démarche d'économie est pas franchement enclenchée. Donc, on a un environnement global qui est quand même un peu sombre pour la France, mais positif sur le seuil de l'inflation. Alors, ça s'impacte comment cette inflation qui baisse ? La BCE, vous voyez, on a ici affiché ses taux directeurs qui sont revenus autour des 2%. Donc, vraiment, on a dit beaucoup de choses sur la BCE, mais elle a quand même joué le jeu. Donc, elle a monté extrêmement brutalement les taux avec l'inflation. Lorsque l'inflation montait très fort, et puis quand même, elle est aussi revenue extrêmement rapidement sur ses positions, parce que vous voyez que ça s'est pratiquement joué en, on va dire, 2 ans glissants, 2 ans et demi à peu près. On est revenu sur un taux de 2%, qui est un taux normalement avec lequel l'immobilier sait travailler. Alors, pourquoi je dis normalement ? Parce que vous savez que les taux immobiliers, les taux de crédit immobilier, ils sont conditionnés à ce qu'on appelle l'OAT 10 ans en France, sur la plaque française. Et vous voyez que ces taux, en fait, si les banques, on est à 2%, l'OAT en France, il est à 3,35. Et il baisse pas franchement. Alors, il avait une sensation d'avoir baissé. Là, vous voyez vraiment quand les taux ont commencé quand la BCE a déclenché la baisse des taux. Donc, ça c'était reparti sur on va dire une dimension extrêmement positive. Mais on est quand même arrivé sur un plateau, et c'est quand même un plateau qui est quand même assez haut à 3,35. Alors, du coup, ça impacte très globalement l'économie en Europe au sens large, mais en France aussi. Et on verra sur la dimension des SCPI que c'est intéressant, parce que beaucoup des SCPI sont partis au niveau européen. C'était un mouvement qui était a priori salvatrice pour elles, parce que ça leur a permis quand même de pouvoir, on va dire, bénéficier de cette baisse de taux au niveau européen, même si elle ne bénéficie pas à la France. Alors évidemment, tous ces taux vous voyez que c'est quand même avec des mouvements qui sont extrêmement erratiques. Un tweet de Monsieur Trump et on peut prendre 0,20, 0,30 extrêmement rapidement. Donc voilà, c'est vraiment on est dans un monde quand même avec une incertitude assez substantielle. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la dimension ? Donc, on a pris 2 grands segments, comme souvent ce qu'on fait. On a quelques trimestres où on fait vraiment le détail de l'ensemble des secteurs, mais c'est quand même assez long à faire. Là, en fait, on a pris les 2 grands secteurs que sont les bureaux et que sont le résidentiel. Donc, sur le bureau, la situation est quand même
extrêmement préoccupante. On n'a jamais eu autant de surface de bureaux disponibles sur le marché. On a passé les 6 millions de mètres carrés. Et vous voyez qu'on a quand même une série longue là qu'on vous affiche, puisqu'on affiche depuis 2001. Vous voyez 2-3 crises quand même. Hein. On a passé la crise de 2008. Bon, je ne parlerai pas de celle du Covid qui était un peu particulière, mais on n'a jamais eu autant de surface de bureaux disponibles et de loin, hein, puisque même en 2008, où on a eu une crise quand même qui était assez forte, très brève mais forte, on était autour des 3 millions de mètres carrés. Donc, vous voyez qu'on est quand même là sur un seuil qui est quand même extrêmement préoccupant. Alors, et ça, c'est simplement sur l'île de France, mais c'est un bon, on va dire un bon laboratoire de ce qui peut se passer globalement dans le reste du pays. Donc, une surface disponible relativement conséquente. Alors, je ne vais pas tout commenter, mais vous voyez que les volumes qui restent quand même globalement bas, mais avec un petit renouveau des petites couleurs. La période de 2024 était quand même particulièrement préoccupante et on est arrivé maintenant sur des dimensions, que ce soit sur le premier ou sur le troisième trimestre 2025. C'est un marché qui est clairement un peu plus dynamique que ce qu'on a connu par le passé. Donc, je dis un peu plus, mais c'est pas quand même encore, c'est pas quand même les volumes qu'on pouvait pas connaître, par exemple, en 2022, où vous voyez, on n'a pas été cap de 2022, mais on est quand même sur des volumes de transactions et d'investissements qui sont quand même beaucoup plus faibles. Et puis, on est sur des prix. Et là, sur le bureau Île-de-France, on est quand même sur une correction de marché qui est vraiment historique. On n'a jamais, donc on était monté relativement haut, hein, on a dépassé les 8 000 € du mètre carré axe en main, et on est descendu à un peu moins de 5 500 en l'espace de pratiquement 2 ans. Donc la correction est extrêmement violente. Alors évidemment, et pour pas rentrer trop dans les détails, on a mis Global Île-de-France, sachant que à l'intérieur, vous allez avoir des différences de plaques. Par exemple, finalement, le quartier central des affaires à Paris a quasiment pas baissé en termes de prix, alors qu'on a d'autres secteurs et d'autres segments qui souffrent beaucoup plus fortement. Je pense évidemment au secteur en banlieue 93 par exemple, qui souffre énormément. Ceci étant, on semble avoir atteint un point bas de correction. Alors je dis semble parce que on peut pas faire une tendance de quelques chiffres dans un premier temps, mais tout de même, on est quand même sur un volume qui est quand même sur un volume de baisse qui est quand même extrêmement fort. Avec peut-être donc ce point bas, on va voir ce qu'il en est. L'effet paradoxal quand même sur le marché, c'est qu'on a des loyers qui se sont toujours maintenus. Et ça, c'est un élément quand même assez marquant de cette crise immobilière qu'on a connue et qu'on continue à traverser, même si c'est un peu plus doux maintenant et qu'on a une forme de reprise. On est quand même sur des loyers qui tiennent la corde. Alors, à noter quand même qu'on est sur un taux d'accompagnement. Donc ça, ce sont des loyers, on va dire, faciaux sur les baux. Mais derrière, vous avez des taux d'accompagnement qui n'ont jamais été aussi élevés, puisqu'on est à pratiquement 30% de taux d'accompagnement. Donc, ça veut dire aussi que derrière, les locaux sont loués, mais avec des gestes commerciaux qui sont quand même extrêmement substantiels. Alors, si on regarde les investissements des institutionnels sur le résidentiel, bon, ça reste relativement atone, mais bien qu'un peu plus dynamique, avec toujours des différences extrêmement fortes entre les secteurs et entre les segments. Et puis, voilà, on était parti sur un petit renouveau sur la partie des investissements. On est le T3, clairement, on a calé sur le T3. Alors, c'est jamais un très grand trimestre. Enfin, là, quand même, on est quand même sur des mouvements qui sont quand même assez faibles. Donc, clairement, on peut dire que les institutionnels ne sont absolument pas revenus sur le résidentiel. Et on les comprend parce que en termes de rentabilité, c'est toujours le même problème et les mêmes constats procurant les mêmes effets. Lorsqu'on regarde des taux des crédits IMO aux particuliers, donc là on est passé maintenant sur le résidentiel pur,
On voit des taux qui étaient montés donc de manière extrêmement brutale au-dessus des 4%. On est maintenant, et ce qui semble être un point bas, autour des 3,14. Alors 3,14, ce que je dis toujours, c'est qu'entre 2,5 et 3,5, le marché de l'immobilier s'est travaillé. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont acceptables. Par le passé, on avait régulièrement des éléments de ce niveau-là. Par contre, sur le résidentiel, et vous allez voir ça sur le slide suivant, encore celui-là, si on regarde les prix, eh bien, les prix ont très peu baissé en fait sur cette période tendue. Autant ça a extrêmement baissé, extrêmement fort, extrêmement vite sur la partie bureau, autant sur la partie résidentielle. Globalement, les prix restent quand même relativement forts, et ce qui implique que comme on a des taux qui sont relativement élevés avec des prix qui sont relativement forts, on a quand même un marché qui reste globalement grippé sur cette partie-là, avec une difficulté à pouvoir trouver de la surface. Alors je reviens sur celui juste après, donc là j'étais là sur le taux, et ici vous voyez quand même, on a alors clairement des banques qui avaient fermé complètement les robinets sur la période 2023. 2024, on sentait un petit frémissement, ou du moins ça baissait moins fort, hein, si on commente les courbes de baisse. Clairement, à la mi-2024, les robinets de crédit se sont rouverts, et on le voit très clairement, on est revenu, alors pas sur des zones encore suffisamment dynamiques, mais on a quand même des raisons d'espérer sur ce volet-là, avec donc des transactions qui peuvent maintenant être financées alors qu'elles ne l'étaient quasiment plus par le passé. Et ça se retrouve effectivement, si vous voyez le volume de transactions, vous voyez qu'en cette fin d'année 2025, on est maintenant sur un volume qui est reparti à la hausse. Alors, on était sur la base, en 2020, on était à plus d'1,2 million transactions. On en est loin, mais on est quand même sur une base de 800 000 transactions, peut-être 850 000 transactions sur l'année 2025, ce qui devrait quand même permettre de récupérer une certaine forme de dynamisme. Voilà. Alors, évidemment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tout ça est conditionné aux baisses des prix qui n'ont pas été complètement transférées sur le marché du résidentiel, et ce qui fait qu'il y a une tension qui est extrêmement forte. Alors, voilà où on en est. Donc, on a ce petit tableau un peu dense, mais qui nous permet un peu de faire la situation et les évolutions sur les prochains mois et les tendances. Alors, au niveau baisse des taux, globalement, la BCE, elle a fait le job. Donc, la probabilité qu'elle rebaisse de nouveau, ça c'est vraiment extrêmement accessoire, parce que c'est pas les 0,25 qui vont changer. On voit que le sujet est plus sur la dette française que sur le taux de la BCE, et on pourrait potentiellement avoir des tensions si jamais les Allemands se mettent à ouvrir le robinet de la dette, ce qui va peut-être se faire, ou quel cas la dette française pourrait subir des tensions encore plus fortes que ce qu'elle subit déjà actuellement. On a beaucoup attendu sur d'une stimulation fiscale. Alors, je ne vais pas vous parler de budget, parce que je pense que vous en avez mangé matin, midi et soir, donc c'est bon. La seule réponse, c'est on ne sait pas. Voilà. On a un statut du bailleur privé qui devait être mis en avant, qui a tellement été amendé. C'est pour ça qu'on dit que le diable est dans les détails, parce que ça aurait pu être une incitation extrêmement forte. Les dernières simulations montrent qu'il y a tellement de contraintes que finalement, ça risque de ne pas stimuler grand-chose. Ce qui est dommage, mais comme on a un pays qui est assez exempt en termes de dette, je pense que l'État, ça va être difficile à stimuler. Pour autant, on est sur un secteur. Alors, le marché de l'ancien est encore bénéficie de cette reprise. Le marché du neuf, je ne sais pas si vous avez entendu quelques promoteurs expliquer dans quelle situation ils en sont, mais les situations sont extrêmement complexes. Et en général, ce qu'on dit les années d'élections municipales et d'élections présidentielles ne sont pas les meilleures années pour l'immobilier, c'est ce qui nous attend en 2026-2027. Donc, il faut qu'il se passe quelque chose au niveau budgétaire, effectivement, pour que ça puisse déclencher des tendances vraiment beaucoup plus intéressantes. La hausse de l'imposition sur l'immobilier, on était à fort, on reste à fort, parce que
comme souvent en France, l'immobilier par définition est immobile. Donc c'est assez facile de le taxer. Alors on a eu le concours l'épine de la taxe. Je reviendrai donc effectivement pas dessus. Mais voilà, on ne sait pas ce qui va sortir du chapeau. Peut-être rien finalement si rien n'est voté, si le gouvernement est censuré. Et puis peut-être que ça serait peut-être le moindre mal. On verra les prochaines semaines là-dessus. En tout cas, il y a un moment ou un autre, de toute façon, cette dette, il va falloir la rembourser et globalement, il va falloir augmenter les impôts. C'est une relative certitude. Au niveau des contraintes réglementaires, qui ont été quand même un énorme déclencheur d'une baisse des prix selon les types de patrimoine. On a eu, j'avais posté il y a quelques semaines, une analyse des notaires où on peut avoir pratiquement 40% d'écart entre un bien noté avec un DPE A, B ou C et un DPE F ou G. C'est devenu le juge de paix, le DPE, alors avec toutes les itérations qu'on a pu avoir sur le mode de calcul. Je pense qu'en 2 ans, on a dû changer à peu près 3 ou 4 fois. Ça veut dire que même s'il y avait un allègement des règles environnementales, le DPE a mis du temps à rentrer dans les têtes, mais il est effectivement rentré et vous n'allez pas trouver d'investisseurs qui vont investir dans des bâtiments, dans des locaux ou dans des logements G sans demander une baisse de prix pour appréhender une mise aux normes en termes de travaux. Alors c'est positif pour l'environnement. Le seul problème, c'est que quand vous êtes avec du patrimoine qui est bloqué, là, ça commence à devenir extrêmement compliqué et les équations économiques sont quand même assez difficiles à trouver. Et puis, on a le dernier élément qu'on avait mis. Alors, ça, c'est plus sur la partie bureau, mais on était modification sur les habitudes et remise en cause du télétravail. Ce qu'on voit globalement, ce qui est en train de se passer. Donc, l'État avait poussé pour qu'il y ait du télétravail au moment du Covid, avait même très fortement poussé. Très courageusement, il laisse la main aux entreprises pour arrêter cette opération de télétravail maximum. Et comme on a, disons, des accords de branche qui étaient passés, ou des accords de société qui étaient passés pour mettre en place du télétravail sur 3 voire 4 jours, globalement, si les accords ne sont pas reconduits, et ça fait partie des négociations, alors il y a la Société Générale, mais toutes les grosses entreprises le font, et les petites bien évidemment aussi, ça veut dire que globalement, il y a quand même une tendance qui va être au retour dans les bureaux dans les prochains trimestres. Alors, le retour dans les bureaux, ça ne veut pas forcément dire tout de suite une reprise du segment des bureaux, parce que derrière, il y a eu une latence, ça a mis à peu près 2-3 ans le télétravail à prendre effet pleinement, et donc probablement que ça mettra encore une année ou une année et demie ou 2 à se retrouver, parce que derrière, il va falloir reprendre des surfaces, les surfaces ont été baissées, et donc il va falloir reprendre des surfaces pour… voilà. Donc il y a quand même des éléments… il y a quand même des éléments d'espérer. Il y a aussi des éléments, des contraintes qui sont maintenant intégrées dans le marché, le DPE. Et ce qui fait que, voilà, on a quand même une forme de visibilité, même si elle n'apparaît pas sur la partie fiscale, mais globalement, sur les grandes tendances du marché, les éléments, les forces sont en train de travailler sur ce segment-là, et c'est ça qui est et c'est ça qui est intéressant. Alors, on va lancer le deuxième sondage. Donc, pareil, toujours ces 9 petits points à droite, et vous cliquez sur sondage, et vous allez pouvoir vous exprimer. On va maintenant s'intéresser à ce qui, au cœur de l'activité de Deep Invest, qui sont les SCPI. La question qu'on vous pose, c'est quels sont les principaux freins que vous rencontrez pour proposer la paire papier à vos clients. Première possibilité, une faible appétence pour la paire papier de la part des clients. Deuxième possibilité, vous êtes méfiant car la crise des années passées a laissé des traces. Il y a un certain nombre de très gros acteurs qui ont continué à baisser leur valeur de part. Donc voilà. Et puis, troisième partie, la thématique immobilière n'est plus dans la haute liste des priorités des épargnants. Ils veulent protéger leur investissement des impôts et des taxes. Je vous laisse voter. Je vous rappelle que pour voter, en bas à droite, ces 3 petits points, ça va vous permettre de regarder, de récupérer et de pouvoir voter sur ces éléments-là. Je vous laisse encore 1 minute et puis on va passer au dépouillement. Alors, est-ce qu'on a un peu plus d'optimisme que précédemment? Bon. Globalement, la crise a laissé des traces et on ne peut pas vous en vouloir parce qu'on a quand même un certain nombre d'acteurs qui n'ont pas toujours forcément joué le jeu en termes de transparence sur la valorisation des parts. Alors,
On va effectivement les dynamiques ne sont pas encore là, mais la reprise se fait sentir. Donc il y a quand même une voie d'optimisme. Alors petit graphique juste pour embarquer tout le monde dans la dimension et dans le monde des SCPI, si jamais vous n'êtes pas complètement féru du sujet. La SCPI, qu'est-ce que c'est? C'est une société qui va acheter du patrimoine avec de l'argent qu'elle collecte auprès d'associés. Elle va louer ce patrimoine et ce patrimoine va générer, comme du patrimoine, des loyers qui procurent un rendement. Et puis, par le jeu des expertises, elle va pouvoir faire, et on espère en général, progresser ce patrimoine de manière à ce qu'il y ait une revalorisation de la valeur des parts. Le principal atout de la pierre papier étant que l'associé a juste à toucher des dividendes, ce qui est quand même plutôt pratique, on va dire, et que donc dans cette dimension-là, ça permet de voir un peu et de pouvoir lisser. Et puis surtout, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une dimension européenne, on va revenir dessus, qui est assez intéressante à travailler avec les SCPI. Alors, pour faire ça, on va travailler sur nos outils. Alors, on a plein d'outils chez Liquidinvest pour faire des allocations de portefeuille, mais là, en l'occurrence, on va travailler sur le baromètre, qui est notre outil. Donc, il y a un baromètre en version annuelle qui existe, et il y a un baromètre en version trimestrielle. L'annuel, vous allez avoir 5-6 dernières années d'historique, et puis le trimestriel, vous allez avoir les 2 dernières années. Là, on a fait la liste des nouveaux entrants. Alors, il en manque, parce qu'ils sont rajoutés dans les dernières semaines. Mais voilà, globalement, on est quand même sur un marché qui est toujours dynamique, parce que vous voyez que sur 2024 et sur 2025, il y a eu énormément de fonds qui se sont lancés. Alors, c'est intéressant parce que le marché des SCPI, alors je vais pas faire la barre de grille, mais quand même, le marché des SCPI, il y a une vingtaine d'années, on avait quelques fonds, et puis il fallait vraiment chercher, on n'avait pas trop de choix. Là, pour vous, conseiller en gestion de patrimoine, c'est extrêmement intéressant parce que vous avez du choix. Alors, avec le choix vient des responsabilités parce qu'il faut les sélectionner. Mais ça tombe bien, on est là pour vous aider. Mais globalement, c'est quand même assez intéressant parce que vous avez une dynamique qui est assez intéressante. Il y a beaucoup de fonds qui existent. Vous voyez ce graphique là qui présente le nombre de fonds. Si je reprends les 2 années passées, vous voyez qu'au premier trimestre 2024, on était à 99 SCPI de rendement. Et là, au 3e trimestre, alors toutes n'ont pas publié, mais on peut comparer les premiers et les 3e trimestres ensemble, et puis les 2e et 4e ensemble. Donc là, au 3e trimestre 2025, vous voyez qu'on est à 117 fonds. Et donc, on a vraiment pléthore de fonds. Alors, c'est un avantage parce que ça donne la possibilité d'aller choisir ce qu'on veut. C'est un inconvénient parce que probablement que tous les fonds ne vous survivront pas tous de la même manière et ne passeront pas tous de la même manière les quelques barrières qui vont se présenter sans avoir de boule de cristal. On va avoir encore des crises, on va encore avoir des chocs. Donc voilà, plus il y en a, plus il faut faire attention à comment vous le sélectionnez. Ça, c'est la taille du capitalisation du marché que nous suivons chez Liquidinvest. Donc, vous voyez un élément quand même qui est intéressant. Entre le 3e trimestre 2025, on est à 78 milliards, et le 1er trimestre 2024, on était pratiquement aussi à 78 milliards. Qu'est-ce qui s'est passé en cours de route en termes de capitalisation? On a des fonds qui continuent à décoter et d'autres qui continuent à collecter très fortement. Sauf qu'on a vraiment 2 mondes et 2 marchés qui sont maintenant, alors je ne vais pas dire irréconciliables, mais qui sont quand même dans des situations extrêmement différentes. Et alors, le juge de paix dans le monde des SCPI, c'est ce qu'on appelle le taux de distribution. Donc, c'est la capacité du fonds à distribuer du rendement. Et donc, vous voyez que globalement, c'est un peu un indicateur, et c'est pour ça qu'on dit que on prétend que c'est un mauvais indicateur, parce que globalement, vous voyez qu'en moyenne, vous allez avoir, on était au premier trimestre 2024 à 4,96 et au 3e trimestre 2025, on est à 5,09. Il y a quand même 0,10 d'écart, certes, mais c'est pas quand même encore marquant. Alors, on va justement aller regarder après dans le détail ce qui se passe pas fonds par fonds, parce qu'il y en a trop maintenant, mais on a pris quelques fonds pour essayer de regarder et de comprendre ce qui se passe. Donc, ce taux de distribution, effectivement, c'est ce que voient vos clients, mais c'est pas forcément le meilleur indicateur à identifier de votre côté, parce que c'est un indicateur assez pauvre, et surtout, c'est un indicateur tardif, puisque je rappelle que
le taux de distribution, en fait, il est calculé par rapport aux dividendes qui sont versés, c'est-à-dire exercice clos. Donc, en fait, on a toujours un temps de latence de retard. C'est pour ça qu'on utilise d'autres indicateurs, dont nos dits index financiers, dont je vais vous parler juste après. Alors, un autre indicateur que vous allez probablement rencontrer, c'est le taux d'occupation financier. C'est la capacité du fonds à remplir son patrimoine et à générer du revenu. Donc, vous voyez que, alors c'est pareil, nous, maintenant, en 2023, le mode de calcul du TOF a été changé et ils ne tiennent plus compte maintenant des franchises de loyer. Alors, c'est quand même un petit peu paradoxal parce que vous voyez que globalement, finalement, on peut se dire, regardez, 95% en premier trimestre 2024, 94 au troisième trimestre, bon, on a perdu 1%, voilà. Oui, mais une fois encore, vous avez vu qu'il y a presque 30% d'accompagnement sur les bureaux en Île-de-France. Et donc, ça veut dire qu'en fait, ces TOF sont finalement pas des indicateurs qui sont extrêmement pertinents pour suivre ce qui se passe sur un fonds. Alors, quand on est à 100%, on peut supposer, mais dès qu'il y a des petits soucis qui arrivent sur les fonds, il faut quand même regarder un petit peu plus dans le détail. Alors, si on regarde effectivement un peu plus dans le détail, attention, il y a beaucoup de chiffres, mais on va le faire tranquillement. Là, vous avez la taille de la capitalisation des principaux gérants sur le marché. Alors, vous voyez quand même la dégringolade, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui s'est déroulée pour des gérants comme ex-Primonial, Praemia, maintenant, ou La Française, qui étaient quand même des mastodontes. Ils étaient pratiquement arrivés, on a mis que 2024 pour être pas trop violent, mais si on avait mis 2023, ça serait encore pire. La Française avait, sur l'ensemble de ses fonds, pratiquement 11 milliards de capitalisation au 30 septembre 2024. Un an après, juste un an après, on est arrivé à 8,9 milliards. Donc, il y a une destruction de valeur qui a été absolument phénoménale, qu'on n'a jamais connue jusqu'alors. Et les places sont en train, d'être chamboulées. Alors, je peux aussi vous parler d'Amundi, puisque c'est la même logique. Et on n'était pas très loin des 9 milliards en 2023 pour Amundi. Vous voyez qu'ils sont arrivés à 6,5 milliards et la dynamique, elle ne change pas. Et pour autant, on a des fonds qui ont vraiment, à contrario, on va dire, surperformé. Et les places sont en train de changer radicalement dans le cadre de cette crise, parce que vous voyez qu'on a Sofidy qui reprend quelques couleurs. On a surtout Corum, qui a traversé de manière assez flamboyante cette crise, où on est passé quand même d'une capitalisation sur leurs 3 fonds. Alors, à l'époque, c'était en 2024, c'est 2 fonds à un peu plus de 6 milliards. Et ils sont arrivés à plus de 7 milliards d'euros, avec maintenant 4 fonds. Donc, Orion qui s'est quand même plutôt bien débrouillé. Et puis, vous voyez aussi, alors je ne vais pas tous les faire, mais c'est pour attirer votre attention sur 2-3 éléments. Alderan, qui était un petit gestionnaire, on va dire, entre guillemets, sans que ça soit péjoratif jusqu'à présent, et qui se retrouve à avoir quand même récupéré des places de manière extrêmement rapide. D'autres gérants qui font du surplace, Fiducial, Paref, par exemple. Paref, ça fait au moins 3 ans qu'ils font maintenant du surplace. Et puis, on a Atlan, qui est quand même un opérateur historique, avec ses fonds épargne tiers en l'occurrence, et qui continuent à progresser. Donc, c'est pas les fusées du marché, mais ils ont quand même une relative performance récurrente. Et puis, on a quand même aussi les fusées du marché. Alors, les fusées du marché, en l'occurrence, on a Iroko et on a Arkea, qui est, je crois, la plus grosse fusée du marché qu'on ait vue jusqu'à présent, qui tourne quand même à plein régime. Il y a une année, ils étaient à 400 millions de capitalisation sur un seul fonds, qui est Transition Europe. Ils frôlent le milliard de capitalisation et ils ont dépassé là il y a quelques jours. Alors, c'est quand même plutôt extrêmement, on va dire, dynamique comme mode de fonctionnement. Après, derrière, c'est toujours la même chose. Le sujet, c'est est-ce que je vais pouvoir acheter bien mon patrimoine? Alors la chance, on va dire, entre guillemets, d'Arkea dans cette dimension-là, c'est qu'ils ont effectivement la possibilité de faire appel à une dimension européenne dans leurs acquisitions. Et donc, ça leur laisse très clairement de la place pour évoluer, puisque le terrain de jeu, c'est plus simplement la France, mais la dimension européenne, avec des pays qui sont extrêmement dynamiques. Tout le sud de l'Europe est extrêmement dynamique, y compris en termes d'activité. Donc, voilà. Finalement,
dans les SCPI, on retrouve la dynamique économique et la dynamique des secteurs. Je vais pas faire, mais je passe très brièvement pour montrer quand même ce qui se passe sur des fonds. Vous voyez, les épargnes foncières, qui était un énorme fonds de la Française, qui a encore baissé ses valeurs de part, et on est arrivé à 4 milliards 100. C'est 1 milliard qui a été détruit, et plus d'1 milliard qui a été détruit sur une année. On est quand même sur des choses assez phénoménales. Donc, les cartes sont rebattues à l'occasion de cette crise, et c'est assez impressionnant de voir à quelle vitesse ça s'est fait. On va regarder ici une autre dimension qui est assez intéressante. Là, vous avez la répartition par capitalisation en fonction des secteurs d'activité auxquels se référencent les fonds. Donc, on a clairement les fonds, même si le secteur des bureaux reste un secteur extrêmement profond avec beaucoup de patrimoine, les fonds se référencent de moins en moins comme étant purement bureaux. Vous voyez que les purs bureaux, les fonds SCPI purs bureaux, on était à près de 48 milliards en 2024. Et dans ce troisième trimestre, on est à 43,5, presque 44. Il y a presque 10% du marché qui a basculé, donc lié à la fois aux baisses de valeur de part évidemment, mais aussi et surtout à une dynamique qui est en train de se mettre. Alors, c'est une dynamique marketing, hein, ne vous y trompez pas, c'est-à-dire que maintenant tous les fonds sont identifiés comme diversifiés. Après, si vous allez regarder à l'intérieur, on a quand même des dimensions, on continue à acheter du patrimoine, ils continuent à acheter du patrimoine de bureau. Mais vous voyez, si on fait l'équivalent, on est arrivé sur un marché des SCPI diversifiés à presque 15 milliards de capitalisation et on était à 10 milliards il y a un an. Donc, clairement, on est sur cette dynamique-là, mais c'est un affichage, une fois encore, parce que maintenant, les fonds ne veulent plus être thématiques et ils préfèrent être globalement diversifiés, acheter de la logistique, acheter du commerce, voilà. Alors, pour vous, qui allez conseiller vos clients, ça a un intérêt, c'est-à-dire que vous êtes en mesure de ne plus faire, on va dire, la différence. Enfin, vous pouvez faire confiance à un gérant et acheter son fonds et vous lui faites confiance pour diversifier. Le problème, entre guillemets, c'est que du coup, vous ne savez plus comment risque de réagir le fonds. Parce que c'est des fonds qui sont maintenant, il faut pondérer, parce que il est quand même assez rare que les bureaux, les commerces, la logistique fonctionnent de la même manière. Et donc, clairement, il faut vraiment faire très attention sur la sélection des fonds que vous réalisez, parce que tout le monde va être, je pense qu'on peut dire qu'à l'horizon de 2-3 ans, tout le monde sera diversifié. Super, mais après diversifier, il faut regarder ce qu'il y a à l'intérieur, pour regarder les dynamiques, pour comprendre comment fonctionnent les fonds. Donc, nous, analystes, on disait parfois, vous voyez, quand c'était bureau, commerce, hôtel, loisirs, logistique, on sait ce qu'on achète et on sait comment ça évolue. Sauf que, a priori, le marché a voté plutôt sur je vais laisser faire le gérant que je vais le faire moi-même. Et au lieu de faire des allocations diversifiées, vous, en achetant des purs fonds avec des thématiques de bureau, de commerce, c'est les gérants qui le font quand ils achètent du diversifié. Attention quand même, parce qu'on a quelques exemples, par exemple Primovie, qui a fait du diversifié sur une thématique santé où ils achetaient des choses qui étaient beaucoup de bureaux. Et derrière, on ne sait plus comment fonctionnent les fonds et on n'est plus en mesure d'anticiper les potentielles crises. Donc, c'est quand même un outil qui peut être à double tranchant sur ce segment-là. Le temps passe, je vais aller sur les collectes, parce que c'est quand même ça qui est intéressant aussi. Vous voyez on a repassé il y a quelques trimestres, on était à peine à 1 ou 2 fonds qui collectaient plus de 100 millions. Voilà, on est clairement revenu sur une dynamique quand même beaucoup plus forte. Alors, beaucoup plus forte, mais qui reste quand même assez concentrée. Quorum Origine, Transition Europe et Rocozen, c'est vraiment le trio de tête avec Comet à plus de 100 millions. Alors, vous voyez, toujours pareil, hein, quand vous avez des fonds qui sont très récents comme Comet et qui collectent sur un trimestre 100 millions, attention quand même, parce que ça veut dire, ou c'est valable aussi pour Transition, hein, mais il faut quand même avoir que le gérant ait la capacité à bien choisir et ne soit pas contraint d'acheter, on va dire, un peu par défaut du patrimoine. Vous voyez que Épargne Pierre Europe, sur ce coup-là, on est à 70 millions. Voilà, on a des fonds qui arrivent à avoir une collecte qui est un peu plus maîtrisée, on va dire. Alors, je ne vais pas parler des collectes, mais vous les voyez, c'est essentiellement de la baisse de valeur de part.
on a des fonds qui sont complètement plantés. Et ça va revenir à ce que je voulais vous montrer le graphe juste après, qui sont les délais de session, parce que la liquidité, je me rappelle qu'on avait un certain nombre d'échanges avec des CGP qui disaient, ben non, la liquidité sur les pays, c'est pas un sujet il y a 2-3 ans. Bon, là, je pense que tout le monde a compris, nous, on le suit depuis l'origine. La liquidité est un des gros sujets qui peuvent intervenir sur le marché des fonds immobiliers. Alors vous voyez qu'on a maintenant de plus en plus des fonds. Alors, on a une bonne liste de fonds. À zéro, ça veut dire que vous présentez vos parts sur le trimestre et elles sont vendues. Bon, donc tout va bien. Sauf qu'il faut quand même regarder, parce que vous voyez que parmi les fonds anciens, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à maintenir de la liquidité. Alors, il faut noter quand même, je ne fais pas de pub pour Quorum, mais Quorum Origine arrive à maintenir avec un fonds qui quand même est plutôt ancien une liquidité parfaite. C'est normal, il collecte bien aussi. Et c'est vraiment le cercle un peu vicieux qui peut s'enclencher. Et si je vais de l'autre côté, vous voyez qu'il y a des fonds. Alors, Patrimoine Commerce, ça fait 4 ans que c'était liquide, donc je ne vais pas surrajouter. Perial O2, c'est quand même des fonds. Les délais de cession, c'est bien des mois, ce qu'on calcule, c'est-à-dire en fonction de ce qui a été vendu sur le trimestre passé et ce qui a été acheté. Donc, vous voyez que globalement, ça nous donne une vitesse de cession des parts, et vous voyez que tous ces fonds-là sont liquides, clairement. On a des fonds, et alors on a des nouveaux arrivants parmi ces fonds liquides. Je vais vous en donner 2-3. Pierreval Santé, qui était un des leaders de la collecte il y a 1 an. On est arrivé à maintenant 27 mois pour vendre ses parts. 27 mois, c'est plus de 2 ans quand même. Immorante, récemment, et ça va très très vite, puisque si je vais juste faire un petit focus. Alors, si je regarde sur Pierreval Santé, ça c'est des éléments que vous pouvez récupérer. Voilà. Si je regarde ce qui se passe sur Pierreval Santé, vous voyez que sur l'année 2024, la liquidité était assurée et il n'y avait pas de sujet de liquidité sur Pierreval Santé. Et puis, le problème, c'est que le volume de parts a été tellement élevé, et à la fin du 4e trimestre, on disait, mais comment est-ce qu'un fonds, même si c'est un très gros fonds qui fait plus de 3 milliards, comment est-ce qu'un fonds peut arriver à absorber plus de 130 000 parts qui sont présentées à la vente sur un seul trimestre? Au 4e trimestre, c'est ça. Et donc, vous voyez que la conséquence d'ici, ce volume de parts qui s'est présenté, c'est que le trimestre d'après, ça a commencé à se tendre. Et là, on est arrivé sur un fonds, et ça va extrêmement vite, parce qu'en fait, s'il n'y a plus de collecte, les fonds se plantent extrêmement rapidement. Et vous voyez qu'on est sur un fonds maintenant qui est à 27 mois. Alors, ça peut se corriger si la collecte repart, mais vous voyez que la collecte, elle est atone, il ne se passe plus rien. Donc, globalement, c'est un fonds qui peut être un petit peu inquiétant. Alors, je vais pas faire la liste de tous les fonds. Je vais juste vous montrer un de nos outils qui est plébiscité par vous. Alors, je vais vous parler de nos scorings, parce qu'on vient de sortir le 3e trimestre 2025, les scores de performance financière et durable. Vous voyez que Transition Europe, clairement, c'est la plus performante et la plus durable du marché. Donc, c'est assez impressionnant. On n'a jamais eu un fonds à ce niveau-là. Puis vous voyez, après, ici, on a Iroko, City Talon, et vous pouvez être, par exemple, je vais vous donner un exemple ici, Remake. Remake ne répond pas à nos questionnaires de durabilité, c'est pour ça qu'ils sont plutôt cotés mal sur la dimension performance durable, mais ils sont très performants financièrement. Voilà, donc il y a ces scores, en fait, ils permettent de faire du profiling de fonds et d'aller identifier des choses qui se passent sur le marché. Je vais en parler quand même, parce qu'on a beaucoup de questions sur Novaxia Neo, et vous voyez qu'ici on est arrivé à une note de 56 sur 100 sur la performance financière. Alors, ils gardent une bonne performance durable, c'est pour ça qu'ils sont très hauts ici, mais en termes de performance financière, si vous regardez l'historique, il y a encore quelques trimestres, ils étaient ici, ils étaient dans la tête du marché. Donc là, les indicateurs sont en train de basculer au rouge sur ce fonds. Voilà, donc il y a quand même des éléments à regarder, et il y a surtout des arbitrages à faire. Et j'en terminerai par là. Si vous avez des portefeuilles, vous pouvez directement les importer dans nos interfaces, et ensuite automatiquement ça va être peuplé. Donc là, je vais prendre ici un portefeuille par exemple. Alors, j'ai qu'une ligne. Automatiquement, vous allez avoir les indicateurs qui vont remonter sur l'évolution de la valeur de la part, sur la liquidité du second marché. Quand vous avez des points verts, c'est que tout va bien.
plus le point est foncé et plus ça devient compliqué. Et donc, si par exemple, je rajoute la ligne dont je parlais tout à l'heure, Immorante, voilà, je vais rajouter Immorante, c'est un client qui l'a acheté, il a acheté une ligne à 25 000 euros et je vais mettre une date, c'était en 2018 par exemple, en mois de janvier, voilà. Et puis, derrière, vous voyez, Immorante, on a basculé à noir et noir. Ça veut dire que il y a une tension sur la valeur de la part et il y a un problème pour sortir de ce fond. Et si je vous mets ici, donc ça c'est notre graphique que tout le monde aime. Alors je vais vous le présenter ici. Sur l'évolution du prix de la valeur de la part, je vais vous mettre par exemple Immorante. Voilà. Vous voyez qu'Immorante, donc pour expliquer ce graphique, le jaune c'est la valeur d'achat de la part, le vert c'est la valeur de reconstitution du patrimoine, donc c'est la valeur du patrimoine estimée par les expertises qui ont lieu 2 fois par an, et la surface verte c'est le tunnel de valorisation réglementaire, le plus ou moins 10%, dans lequel la valeur d'acquisition doit naviguer. D'accord ? Donc vous voyez clairement, Immorante, il y a un décroché qui a eu lieu là, quand ils ont baissé la valeur de la... Alors, ils ont pas baissé encore la valeur de la part, hein, mais il y a eu un décroché très violent qui s'est fait en décembre 2023. On voit clairement qu'ils essayent de maintenir. Il y a une petite embellie là sur 2025, mais clairement, il y a une tension pour ce fonds et c'est pour ça qu'il est en noir, parce qu'on est dans la tranche de 3 à 10%, donc on est sur le haut du tunnel. Hein. Et alors je peux vous en montrer d'autres, hein, mais si je prends chez les Amundi, par exemple, Génie-Pierre, vous voyez la dégringolade, mais ce tunnel il est intéressant parce qu'en fait la dégringolade, personne ne voulait la voir, mais déjà en 2022, il y avait déjà un décroché de la valeur de réalisation par rapport à la valeur d'acquisition. Et c'est pour ça qu'il fallait agir à ce moment-là, en fait, parce que vous voyez clairement, après, ça a été une succession de baisses de prix. Et là, ils sont pas encore arrivés dans des zones qui sont encore positives, puisque la valeur d'acquisition reste au-dessus de la valeur de reconstitution. Et je vais vous en prendre un dernier, parce qu'on parlait de la française avec l'épargne foncière. Voilà. Épargne foncière, la française a été extrêmement brutale. Ils ont baissé extrêmement fort leur valeur de la part, mais ils sont arrivés maintenant dans une valeur de part qui est dans le coup bas du tunnel de valorisation. Donc, ce qui est, on va dire, un peu plus encourageant dans le sens où, globalement, la perte a été faite. Et c'est aussi pour ça qu'on vous a fait un portefeuille qui s'appelle, alors il y en a un qui s'appelle No Future, mais il y en a un autre qui s'appelle Force Tranquille. Ce sont des fonds sur lesquels il y a peut-être une opportunité pour entrer, parce que vous avez vu que ce sont des fonds qui sont bloqués en termes de sortie. Et donc, si vous arrivez à rentrer ou à faire rentrer vos clients avec une décote sur ce type de patrimoine, ça peut être potentiellement intéressant parce que vous voyez que globalement, alors le patrimoine il n'a pas disparu, hein, ça reste de l'immobilier, donc ça va pas se volatiliser, mais c'est quand même intéressant de regarder certains fonds qui ont vraiment réussi à corriger le tir. Et je vais vous montrer un dernier graphique. Hop, ici, voilà. Pour essayer d'anticiper, alors on n'est pas plus fort que les autres, on ne va pas vous permettre vraiment d'anticiper à plein, mais on a quand même des indicateurs qui sont intéressants. Donc ça, c'est notre Deep Index financier. On vient de le mettre à jour avec les informations du 30 septembre 2025 du troisième trimestre, où vous voyez qu'on a des scores et systématiquement, on les calcule trimestre après trimestre. C'est la même méthode qui est employée. Et quand on a eu un petit changement de méthode là, entre le trimestre 1 et 2 2025, vous voyez, il y a eu une petite inflexion. Et vous voyez globalement, Activimo, avec une méthode relativement similaire, a perdu presque, on est à 9 points sur ce fonds. Donc c'est des éléments qui sont à regarder. Je vous parlais de Néo tout à l'heure. Voilà, la chute est assez brutale. Et donc en fait, c'est intéressant de regarder ce qui se passe sur ce type de fonds. Après, vous pouvez avoir des convictions et dire
je préfère rester dessus. Faut quand même regarder. Alors l'avantage c'est que une fois que vous avez ces scores, ben, vous pouvez aller regarder après dans le détail ce qui se passe, parce que systématiquement vous allez avoir des grandes familles sur la rentabilité, sur les frais, sur la structure financière et sur la liquidité. Et à chaque fois, l'algorithme chez nous va calculer ces scores. Donc vous voyez, quand on vous dit Imorum, par exemple, on était à 68 sur 100, et vous voyez que finalement, avec le recul, alors on le voit aussi dans la valeur départ, mais vous voyez qu'en ajoutant, en associant à la fois nos scores de performance financière et les lectures graphiques que vous pouvez faire, par exemple, sur le patrimoine ou autre, vous finissez quand même par avoir une idée assez précise de ce qui peut se passer sur un fonds pour essayer un peu d'anticiper, éventuellement, pour faire des arbitrages. Et si vous avez des clients qui sont rentrés il y a quelques temps sur certains fonds, bah, vous pouvez peut-être probablement regarder pour regarder si c'est le moment de faire un arbitrage en fonction de leur performance.